La décharge d'Akwedo Village réouverte depuis cet après-midi. Le site avait été fermé vendredi dernier par des jeunes de ce village. La Côte d'Ivoire va bientôt disposer de données fiables concernant les violences faites aux femmes dans le domaine de la santé. Nous en parlerons dans ce journal. Le virus Ebola refait son apparition en Sierra Leone. 3 nouveaux cas recensés à Freetown, la capitale. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Avant de développer tous ces titres, à noter sur votre agenda pour 21 h sur RTI 1, une interview exclusive accordée par le président de la République Alassane Ouattara aux journalistes de la presse nationale et internationale. On vous l'annonçait en titre, la décharge d'Akwedo réouverte depuis cet après-midi. Le site avait été fermé vendredi dernier par des jeunes du village. Ils dénonçaient un litige foncier né de la démolition d'une église. Le problème a trouvé une issue heureuse après une rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et la communauté villageoise. Abou Sanogo. Fermée depuis le vendredi 19 juin dernier, la décharge publique d'Akwedo dans la commune de Cocody est ouverte depuis cet après-midi. Grâce à la présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, M. Ahmed Bakayoko, la crise a définitivement pris fin. Aux populations abidjanaises, nous leur présentons nos sincères regrets pour les désagréments qu'ils ont dû subir pendant cette période. La réouverture de la décharge publique d'Akwedo a été rendue possible grâce au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. C'est à l'issue d'un échange avec la communauté villageoise d'Akwedo. Ahmed Bakayoko a invité la jeunesse du village d'Akwedo au calme et à l'apaisement. Selon lui, tous les problèmes posés seront résolus pour le bien-être des populations d'Abidjan. Faites confiance au président, tout va se régler. Toujours dans vos actes, privilégiés l'apaisement. Et moi, en venant ici, c'est ça que je voulais vous montrer. L'humilité, le respect de l'autre et puis l'intérêt général. Ces préoccupations seront évoquées au cours de la prochaine rencontre entre le ministre d'État et la communauté villageoise d'Akwedo. Cette décharge reçoit 3000 tonnes d'ordures par jour. La Côte d'Ivoire va bientôt disposer de données fiables concernant les violences faites aux femmes. 3 études ont été menées notamment sur la mortalité maternelle et les violences faites aux femmes dans les services de santé. L'initiative est de l'ONU Femmes et des ministères techniques impliqués. Ami Sissoko. Des liens entre la mortalité maternelle en milieu hospitalier et la violence faite aux femmes et enfin quels dispositifs mettre en place pour lutter contre les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. Ces études ont montré entre autres que les femmes enceintes, ces futures mamans, sont souvent abandonnées sur les lits d'hôpital, mal accueillies et victimes du vol de leurs médicaments. Des constats menés à Abidjan, San Pedro et dans 5 départements sanitaires de la Côte d'Ivoire selon les experts en la matière. Un atelier de restitution avec le soutien de l'ONU Femmes est organisé. Notre soutien à travers ces études, c'est vraiment une contribution qui permet d'avoir des données, des informations, des statistiques qui permettent à savoir les lacunes qui ne sont pas jusque-là prises en compte dans la réponse qui est donnée dans le domaine de la santé de la reproduction, mais aussi dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ces études vont donner des orientations aux partenaires gouvernementaux et institutionnels en vue de l'amélioration de la qualité des services, de la réduction des violences faites aux femmes, des violences basées sur le genre et de la mortalité maternelle. On a de nombreuses recommandations à faire. De façon générale, on doit former encore notamment le personnel de santé, les sages-femmes et autres, et tous ceux qui travaillent dans ces structures sanitaires. Il faut au niveau des femmes aussi promouvoir la sensibilisation, l'alphabétisation. Face à l'importance de ces VBG, le gouvernement ivoirien avec les agences des Nations Unies ont apporté la riposte, la mise en place de plateformes et la mise en place de centres de prévention et de prise en charge des VBG. L'une des plus grandes faiblesses, c'est le financement justement de ces entités-là. Ce qui fait que les capacités de réaction ou de réponse de ces entités face au phénomène de VBG est vraiment affaiblies. Et donc nous avons fait des recommandations dans ce sens. Après validation des résultats et des recommandations de ces études, des documents seront mis à la disposition des partenaires gouvernementaux et institutionnels pour application.
Et pour permettre aux femmes de se prendre en charge, un projet d'alphabétisation a été mis en place pour celles résidant aux deux plateaux. Plus de 70 femmes ont bénéficié de ce projet. Bébé au dos, Mariam se rend tous les après-midi à son cours d'alphabétisation. Décidée à savoir lire et écrire, son temps est partagé entre le cours et son petit garçon de 10 mois. Ça va me permettre d'aider mon enfant pour faire des exercices à la maison. Ça va m'aider à lire les notices des médicaments pour pouvoir les donner. Comme Mariam, plusieurs femmes suivent les cours d'alphabétisation. Je vais savoir lire mon portable, je vais signer. Si je vais signer là, je ne sais pas signer. Donc, je vais savoir signer papier. Même si je vais à la banque là, je ne sais pas signer. Donc, je vais savoir signer papier. Ces femmes sont membres de l'amicale des femmes des deux plateaux Agban. Plus de 70 femmes qui entendent faire de l'alphabétisation un outil d'autonomisation personnelle, sociale et économique. Tu leur parles français, elles parlent ethnique. Elles ne savent rien faire. Dans le quartier, tu les salues, elles vont te saluer à part. Je dis non, il faut que je réfléchisse. Ces femmes-là, si je veux leur donner cadeau, c'est l'alphabétisation. Si je leur donne ça un jour, ils vont dire, ah, la vieille là, elle est venue dans le quartier, c'est grâce à elle qu'on lit. C'est grâce à elle qu'on sait tout faire. La formation de toutes ces femmes va durer 8 mois. Des mois bénéfiques qui vont permettre de réduire le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Un taux estimé à 51% de la population, dont 60% de femmes selon l'UNESCO. Rentrée éditoriale sur fond de réflexion autour des mots qui minent l'édition littéraire en Côte d'Ivoire. Manque de financement et situation juridique pas toujours bien définie. Éditeurs et écrivains partagent finalement les mêmes difficultés. Franck Quadio. L'écrivain porte un regard sur la société, un regard exprimé à travers le livre. Le rôle de l'éditeur, voire du libraire, est d'en assurer la visibilité. Tâche pas toujours aisée, certaines difficultés sont rencontrées par éditeurs et écrivains. Quand un jeune auteur écrit un livre et qu'il le sort, sa préoccupation c'est que ce soit vu. Parce que si ce n'est pas vu, les lecteurs, où voulez-vous qu'ils le voient? C'est ça le problème. Comme dans la musique, on a le piratage, qui est un de nos gros soucis. Nous avons aussi, nous demandons à ce qu'il y ait une meilleure professionnalisation de notre secteur, qu'il y ait plus de librairies en Côte d'Ivoire pour que les livres soient présents dans tout le pays. N'empêche, l'industrie du livre a en Côte d'Ivoire su résister au soubresaut dû à l'intrusion de nouveaux modes d'expression liés au numérique et à l'informatique. Pour mieux porter ce dynamisme, des efforts sont faits par le gouvernement. Un aperçu donné par le ministre de la Culture et de la Francophonie à l'occasion des 10 ans de l'éditeur, les classiques ivoiriens. La nouvelle bibliothèque de Côte d'Ivoire va être construite dans les mois à venir, car le financement est bouclé. C'est une bibliothèque qui va coûter 50 milliards de nos francs. Et nous travaillons également à la réhabilitation de la Bibliothèque nationale, dont du Canada. Une nouvelle bien accueillie. L'engagement est donc pris par l'éditeur qui effectuait pour l'occasion sa deuxième rentrée éditoriale d'œuvrer en faveur d'une industrie livresque de qualité. Un engagement facilité vu que l'horizon s'annonce coloré. Un projet de loi sur la redynamisation du secteur du livre et de toutes ses composantes sera soumis au Parlement le 13 juillet prochain. On remet le couvert pour le défilé de mode Yorodéhe, mot qui signifie en langue oué un nouveau soleil. L'événement aura lieu demain, 26 juin, à l'immeuble Kestab au Plateau. Un accent particulier sera mis sur le pain tissé ivoirien. Issa Yeo et Abou Sanogo. Valoriser le pagne tissé de toutes les régions de Côte d'Ivoire. C'est la mission que s'est assignée la styliste Patricia Oulier. À travers son défilé de mode Yorodéhe, qui signifie en langue oué nouveau soleil, elle met en lumière toute la tradition vestimentaire du pays. Après cette crise que nous avons tous vécue dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a des belles choses à valoriser, dont le pain tissé, qui est de cette région. Et depuis cette première édition, on a vu qu'il n'y avait pas que le pain tissé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qu'il fallait aussi valoriser d'autres pains qui étaient le pain bableu comme ce que je porte, le pain du nord et le pain du centre. Cette troisième édition, ça sera un remerciement à Mizawi qui a fait de moi cette lauréat de l'édition illimitée de la francophonie à Dakar. Je vais proposer des robes de soirée faites dans du pain tissé, dans différents pains tissés. Je vais montrer des sacs à main, des accessoires. Je vais présenter 20 collections, donc 20 modèles de ma
nouvelle collection d'été et d'autres seront là pour nous accompagner. Le défilé de mode Yorodé, qui est à sa 3e édition, verra la participation de tisserands et stylistes venant du Burkina Faso, du Mali, du Togo, du Cameroun et de la République démocratique du Congo. En bref, au Niger, 15 membres de Boko Haram tués par l'armée. Le raid a eu lieu près de la frontière nigériane. 20 personnes capturées durant ces opérations lancées par l'armée après une attaque sanglante le 18 juin. Une attaque de Boko Haram contre 2 villages du sud-est nigérian. Toujours en bref, en Guinée, le chef de file de l'opposition, Seloun Dalen Diallo, officialise dans un communiqué son alliance politique avec l'ex-chef de la junte militaire Moussa Dadis Camara. En Guinée, où des scientifiques viennent de publier les résultats de l'analyse de prélèvements réalisés entre juillet et novembre 2014, l'analyse révèle l'existence de 3 formes du virus Ebola. Les 3 formes ont circulé en même temps en Guinée, une dynamique très différente selon les chercheurs de ce qui avait été décrit pour le Libéria et la Sierra Leone. La Sierra Leone qui malheureusement n'a pas encore gagné son combat contre le virus Ebola. Il a refait surface le virus. 3 nouveaux cas ont été recensés dans la capitale Freetown. Thomas Guessambi. Le virus Ebola réapparaît à Freetown en Sierra Leone et avec lui les dures mesures de mise en quarantaine. Après la femme accouchée testée positive le 20 juin dernier, une quarantaine vient d'être imposée à 31 personnels de santé à Freetown. Ces 3 médecins et 28 infirmiers, tout comme le bébé dont la mère se trouve en ce moment dans un centre de traitement d'Ebola, sont sous surveillance pour 21 jours, durée maximale d'incubation du virus. Même si ce jeudi, aucun d'eux ne présentait les symptômes de la fièvre hémorragique, a déclaré Jonathan Abbas, porte-parole du ministère de la Santé. Selon lui, les 31 soignants font partie des équipes ayant aidé la femme à accoucher dans une maternité à Mabaïla, Freetown Est, sans parvenir à endiguer ses saignements où elle a été testée positive. À la suite de ces premières contaminations, dont 3 nouveaux cas la semaine dernière, une partie de Magazine Wharf, un bidonville de pêcheurs dans l'est de Freetown, a été elle aussi placée en quarantaine de crainte d'une propagation rapide. La tension est montée d'un cran dans la capitale burundaise, l'ambassade des États-Unis confinée depuis cet après-midi après l'intrusion de 200 étudiants. L'ambassade américaine à Bujumbura est confinée. Des Marines sont positionnés sur le toit de l'ambassade. Et cela après l'intrusion de quelques 200 étudiants venus y trouver refuge. Les étudiants campaient depuis fin avril devant l'ambassade. Ils demandaient sa protection après avoir été chassés de leur campus au début des manifestations contre le président Nkurunziza. Sous le coup d'un ultimatum de la police pour quitter les lieux ce matin, ils se sont donc réfugiés pacifiquement dans l'enceinte de l'ambassade. Le Ramadan, le mois sacré du jeûne musulman, a débuté jeudi dernier dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, particulièrement en France où les journées sont plus longues. Pas toujours évident de concilier travail et jeûne. Abdel est boulanger-pâtissier. Quand le mois sacré commence, ses journées sont encore plus longues que d'habitude. De 6h du matin, je travaille toute la journée jusqu'à 21h. Et après 21h, en fait, je monte chez moi, je prends ma douche, je préparer à manger, tout ça et tout. Et après, quand je mange à 22h, 22h30, je sors de chez moi. Je pars à la mosquée. Et je rentre jusqu'à 1h30 du matin. À une période de l'année où les nuits sont les plus courtes, les musulmans de France jeûnent près de 18 heures par jour. Difficile de ne pas boire quand il fait jusqu'à 40 degrés près des fourneaux, mais Abdel prend sur lui. En fait, moi, j'ai l'habitude parce que depuis l'âge de 9 ans que j'ai fait le ramadan. Alors voilà. Pour moi, c'est tout à fait normal, ça fait partie de ma religion. Non loin de là, Kamel, lui, est électricien. Sur ce chantier, pratiquement tous les ouvriers font le ramadan, mais le jeûne n'est pas une excuse pour lever le pied. On a des clients là, par exemple là, il va habiter dans un mois, il va habiter, donc il va déménager. Donc elle, pour la cliente, elle est pour rien, ramadan par ramadan, donc il faut qu'on finisse leur chantier. Hors de question aussi pour Mohamed de laisser son taxi au garage ce mois-ci. Car pour les musulmans, fournir un effort est le principe même du ramadan. J'essaye de faire un effort au quotidien sur mon énervement, dans la circulation. Et si vous voulez, en islam, faire un effort consiste à faire un djihad.
Voilà, le mot djihad n'est pas perçu comme un mot péjoratif chez les musulmans. Les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées ou les malades chroniques sont dispensés de ramadan. C'est le cas de Rachida. Je ne fais pas le ramadan parce que je suis diabétique et ça me manque. Mais tous les soirs, je dois sortir 5 € pour, on appelle ça en arabe fédia, pour donner à quelqu'un qui est plus pauvre que moi. Et comment fait-on pour résister à la tentation lorsque l'on est pâtissier? Oula, déjà même hors de Ramadan, je ne mange pas les pâtisseries. Pour Abdel, ça tombe bien, il n'est pas trop gâteau. Avant de clore cette édition, ce rappel, une interview exclusive accordée par le président de la République Alassane Ouattara aux journalistes de la presse nationale et internationale vous sera proposée à 21 h sur RTI 1. C'est ici que l'on referme ce journal. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.